Mon cher membre, partenaire et ami de l'AEFNB, bonjour et bienvenue à la conférence L'AEFNB, un regard sur le passé, une histoire qui se poursuit. Mon nom est Nadine Ross et je suis membre du conseil d'administration de l'AEFNB. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de co-animer le panel avec ma très chère collègue Nathalie Brideau, vice-présidente de l'AEFNB. Bonjour. Nathalie. Oui. Toi, dans ton grand bagage d'expérience, tu as sûrement déjà fait ça, animer un panel. Pas vraiment. Non? Ben non. J'ai souvent évalué des élèves qui faisaient des débats ou des exposés oraux, mais moi, animer un panel, non. Ah. Puis toi? Non. Ben non. T'es pas une débutante. On continue. Oui, on n'a pas le choix, là. Donc, je disais, mais j'y pense, Nathalie, si ni toi, ni moi, on a de l'expérience à animer un panel, comment on a fait pour se retrouver avec cette tâche-là? Ben, Claire Lamarche n'était pas disponible. On avait pensé à Serge Brideau, mais il y avait peut-être des risques. Moi, je suis certaine que Samuel Chiasson serait venu pour ça. Certaine. Oui, mais il a été beaucoup occupé avec le Congrès mondial acadien, donc il a fallu qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il faut croire qu'on était les bonnes personnes. Puis on a dit oui. Ben oui, on dit toujours oui, nous autres, à la FNB. Pourquoi on dit faire oui? ça, oui. Puis après ça, on se rend compte qu'on s'est fait comme un petit peu embarqué. Mais c'est correct. On aime ça. Mais, oublie pas, on a dit oui pour animer un petit panel. Oui, un petit panel, Dans de une des petite salle. La salle Léo Poulain. Quand on nommé le nom de la salle, moi je savais un peu où je m'en allais. J'étais déjà venue. Je trouvais ça comme gros. Puis en plus, Je pensais que c'était juste moi. ils nous ont nommé les participants. Ben là, on n'est pas n'importe qui, hein. J'ai entendu dire qu'il y avait Sue Duguay. Ah. Oh là là. Oui. On avait aussi Gérald Clabet. Oh, la liste continue, tu sais. Il y avait- Louise Imbeau. Bonjour. Puis ça ne s'arrêtait pas là. Non, ça continue. Il y a Raymond Daigle. Oui. Et la dernière, et non la moindre, Madeleine Dubé. Nathalie, Oui. petit panel, en effet. en effet, un peu beaucoup connue. Gilles Saunier, on aimerait ça te parler en privé. Oui, c'est vrai aussi, mais en passant. On enchaîne avec la description, Nathalie. Oui, vas-y, Nadine. Donc, je disais, l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, fière de ses accomplissements et résolument tournée vers le futur, célèbre son 50e anniversaire de fondation en 2019-2020. Ça, c'est quelque chose, ça va être un grand événement. Imagine, toutes les choses qui se passent en 50 ans. Oui, c'est comme des noces d'or. 50 ans de collaboration avec des partenaires éducatifs, gouvernementaux et communautaires. Ça, c'est 5 décennies de défis, de réussite, de leadership dans l'avancement de l'éducation en français, dans la représentation des intérêts de la profession enseignante et dans la valorisation de la langue et de la culture française. Et s'il est vrai que la sagesse se développe avec l'âge, on pourrait même dire 50 ans de sagesse. Oui, c'est sûr qu'à 50 ans, on est très sage, Nadine. Moi, je peux le confirmer. Oui, Nathalie, parce que tu sais qu'à l'aube de son 50e anniversaire, la EFNB est presque aussi sage que toi. C'est vrai, ben, tu ne devrais pas rire trop parce que la sagesse s'en vient pour toi aussi. On continue? Alors, je pense, Nadine, que tu devrais expliquer un peu le déroulement du panel. Alors voici, après avoir dûment présenté nos participants, ceux-ci auront l'occasion de nous partager leur réflexion sur les 3 thèmes suivants. La EFNB et l'éducation en français,
l'AEFNB comme levier pour les droits des enfants et de la communauté acadienne et francophone, l'AEFNB d'aujourd'hui à demain. Le tout sera suivi d'une période de questions de la salle. Alors, aux gens de la salle, préparez vos questions. Quelle richesse que d'avoir des invités ayant un parcours de vie diversifié et qui pourront nous offrir des perspectives variées sur les 3 thèmes que Nadine a nommés. Accueillons-les chaleureusement avec une bonne main d'applaudissements. Et Nadine, on va aller les rejoindre dans notre salon. Dans ce salon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, à Edmundston, parce qu'on est comme chez nous ici. On va commencer avec Sue Duguay. Une petite fille dans les Miramichi, je ne dirais pas une petite fille parce que c'est devenue une jeune femme, mais on t'a connu beaucoup pour ton implication au sein de la FJFNB. Aujourd'hui, présidente de la jeunesse canadienne-française, c'est quelque chose. Quand on pense que tu viens de milieu minoritaire, ça prend un peu d'audace et de courage et de détermination. Tu es aussi étudiante à l'Université de Moncton en sciences politiques, en économie et en sciences de la gestion. Donc, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question pour toi. Vas-y. Décris-moi la relation que tu as avec l'AEFNB dans le cadre de ton parcours peut-être scolaire, ton engagement communautaire et politique. Moi, les 2 premiers trucs qui m'ont venu en tête quand on mentionne cette question-là, c'est très bref-ish. Ça fait, dans le temps, quand j'étais vice-présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, que le dossier de l'enveloppe égalitaire était chaud. Puis là, tu sais, j'étais vice-présidente de la FJFNB, j'avais même pas 16 ans, j'avais 15 ans, je pense, approximativement. Mais ça, c'était le dossier que je chapeautais pas mal avec ce chapeau, que je chapeautais avec mon chapeau de vice-présidente. En tout cas, puis je me souviens, il y avait cette journée-là, c'était un événement, il y a plein de trucs qui bougeaient, on avait eu des échos du gouvernement, puis tout ça. Puis là, on a eu besoin de me mettre de côté, là, puis on m'a posé la question, on me dit, Sue, si on te demandait de plaidoyer, mais pas plaidoyer, là, je ne connais pas le bon terme exactement, mais si on te demandait de parler en cours pour l'enveloppe égalitaire, serais-tu prête? Mais là, on demande ça, j'avais 15 ans, moi, j'étais comme, pour moi, là, la course, c'était comme dans les films, c'était super intense, puis on me disait si je voulais parler contre le gouvernement, du Nouveau-Brunswick, j'étais comme, oh my god, ça c'est fou. Ça fait, en tout cas, on m'avait tout fait un débrief, puis j'étais toute prête, moi, là, j'étais mentalement prête à m'asseoir là-dedans, puis plaidoyer. Bref, j'ai pas eu besoin de le faire, mais ça avait été un 15 minutes hyper intense pour moi, là, de stress, puis un bon stress et tout, là, tu sais. Il y avait l'équipe de la FNB, l'équipe de la FJFNB qui était là, puis qui m'expliquait le processus, puis qui me disait, tu sais, comme le but, notre objectif dans tout ça, naturellement, je le connaissais avec notre dossier, puis anyways, c'était vraiment intense. Puis la FNB, ça a aussi été pour moi, puis ça l'est encore pour les autres élèves qui passeront dans tout ça. C'est des enseignants qui croient en la jeunesse. Ça, c'est tellement important parce que de ne pas tokeniser les jeunes, de vraiment leur donner une place très légitime dans tout ce qui se passe parce qu'on fait partie de la même société que la vôtre, on fait partie du même système scolaire que vous. Ça fait l'AEFNB pour moi, c'était vraiment ça, des enseignants qui croyaient vraiment en moi, pas parce que j'étais une jeune cute, mais parce que j'avais les capacités de faire tout ce que j'avais besoin de faire. Puis j'ai toujours eu, là, je vois Marcel dans la salle, puis Lucie avec moi, puis j'avais Sylvain qui était toujours dans les environs aussi, puis ça finit par créer un sentiment de rapprochement vraiment intense, puis ça me permettait aussi de voir tout le positif dans le domaine de l'éducation, qui des fois, en tant qu'élève, ça peut être un peu difficile, parce que le système est quand même là, nous corrige à certains moments donnés, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à croire en éducation. Merci, Sue. Beau point de vue, plaisir, de la jeunesse. Monsieur Gérald Clavette, lors de votre longue carrière en politique, vous avez été élu à maintes reprises en tant que député de Madawaska Centre, c'est-à-dire entre 1967 et 1995. Vous avez par la suite occupé les fonctions de président du conseil de gestion, ministre de l'Agriculture et président de l'Assemblée législative. Vous
Vous êtes également membre fondateur de l'Association internationale des parlementaires de langue française et vous avez fait partie de plusieurs organisations provinciales, régionales et locales, dont le Conseil du gouverneur de l'Université de Moncton et la Commission des accidents du travail. Vous avez également un baccalauréat en éducation de l'Université de Moncton, de ce que je constate. Bonjour, M. Clavette, et bienvenue parmi nous. Pourriez-vous nous décrire un petit peu la nature des liens que vous avez entretenus au fil des années avec la UFNB dans le cadre de vos fonctions diverses? Merci et bonjour. Premièrement, j'aimerais vous féliciter, l'association, pour avoir choisi, ni plus ni moins, Edmundston pour vos assises du 50e anniversaire. Franchement, ça me fait chaud au cœur, surtout à cause du rôle justement que j'ai pu jouer, même si je veux le minimiser au niveau de la création de la FNB. Comme vous l'avez mentionné, j'ai été un enseignant durant 14 ans. Ça, c'était le choix de ma carrière. De notre côté, à un moment donné, c'est que la population a choisi autrement. C'est-à-dire que je suis devenu député, en fait, en 1977. Donc, en 1969, lors de la création, ni plus ni moins, de votre association, étant donné que c'était un projet de loi privé, eh bien, il fallait qu'il y ait un nom d'un député pour, ni plus ni moins, proposer ce projet de loi-là. Lorsque c'est un projet de loi public, eh bien, c'est le nom du ministre. Si c'est un projet de l'agriculture, c'est un projet du ministère des Finances ou un projet du ministère de l'Éducation, eh bien, c'est le nom du ministre de l'Éducation. Et étant donné que c'était un projet de loi privé, eh bien, et que j'étais un enseignant, à ce moment-là, on m'a demandé de parrainer, ni plus ni moins, la loi 60. Le projet de loi 60, qui, ni plus ni moins, modifiait la loi sur l'incorporation de l'Association des enseignants du Nouveau-Brunswick. Jusque-là, c'était un acte, si vous voulez, ou une loi qui incorporait le New Brunswick Teachers Association. Donc, comme jeune député, ça a été, aussi minime soit-elle, de parrainer et de piloter ce projet de loi-là à travers, du moins c'était pas compliqué, parce que, étant donné que c'était un projet de loi privé, comme je l'ai dit, le projet de loi a été déposé le 27 de mars, il a été ensuite envoyé au comité de corporation, puis il a reçu le décret royal le 18 avril 1969, et, soit dit en passant, il a reçu le décret royal la même journée que la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, grosso modo, là, ça a été ça ma contribution. Et naturellement, la AFNB a été, au cours des années, pour moi, une source d'inspiration. Parce que, c'est pas mentionné, là, mais j'ai quand même été 14 ans critique de l'éducation. J'ai été élu en 67, mais j'ai été critique de l'éducation de 70 à 84. Alors, la FNB a été pour moi une source d'inspiration et d'information. Vous êtes un peu comme le père de la FNB, dans le sens, la loi, c'est quelque chose de gros quand on soumet un projet de loi qui fait une si grande différence dans notre communauté, d'avoir la dualité, vraiment, merci beaucoup. Puis critique, ça c'est un autre paire de manches, hein? Oui. Quand on est de l'autre côté, bravo, merci pour votre travail, M. Palais. Madame Imbeau, Louise Imbeau, je retourne à mes feuilles. On peut dire que vous avez Radio-Canada un peu tatoué partout. Oui. On peut dire aussi que vous êtes actuellement, vous possédez une maison d'édition, Bouton d'Or d'Acadie, qui est aussi très important parce que c'est vraiment la littératie chez nos jeunes, c'est important. La lecture d'ici, je peux voir l'intérêt. Également chancelière de l'Université de Moncton, vous êtes la 9e chancelière et aussi présidente de la Société nationale de l'Acadie. Donc, possédez aussi un baccalauréat SR économie philosophie, ainsi qu'un bac en éducation de l'Université de Moncton. Je vois, vous êtes allé étudier en France, maîtrise en philosophie, une longue feuille de route. J'aimerais savoir, vous, votre lien avec la FNB dans votre parcours
professionnelle. Bien, je vous remercie de poser la question. J'avais pensé répondre à cette question-là en vous racontant que j'ai commencé mon baccalauréat en éducation en même temps que mon baccalauréat SA à l'été 64. J'avais pas 16 ans. Mon premier cours, psychologie de l'enfant. J'ai fait de bonnes notes parce que je pense que j'étais encore proche de l'enfant. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que ce matin, j'ai entendu qu'on disait la salle de classe n'est plus la même et c'est vous, enseignants, qui êtes chargés de la formation de l'avenir de nos enfants et que vous êtes vraiment... on vous doit beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour ça. Mais si je vous le racontais, c'était pour vous dire que dans le cas de la AFNB, puis peut-être parce que je remonte à 64, mais en 64, c'était des cours d'été dans les universités, particulièrement à l'Université Saint-Joseph, à Memramco. L'Université de Moncton venait d'être créée, mais puis pourquoi il y avait des centaines et des centaines d'enseignants qui étaient là pendant 6 semaines pendant l'été? C'est parce que les gens avaient fait leur cours à l'école normale, puis là, on voulait faire un saut en avant dans l'enseignement. Les polyvalentes allaient naître, ou commençaient à naître, et les enseignantes qui avaient des brevets d'école normale voulaient avoir un baccalauréat en éducation, venaient au cours d'été, de façon vraiment très généreuse. Ils ont passé 6 semaines de l'été, qui est déjà pas si long, à suivre des cours et payer de leur poche pour éventuellement obtenir un brevet. Ce qui m'amène à dire que pour moi, l'AFNB a beaucoup plus que 50 ans. Et je pense que quand on pense à ça, oui, dans le temps, 50 ans, mais il y a des racines à ça. Il y a des gens qui, longtemps avant, ont commencé à dire il faut qu'on puisse donner l'enseignement en français. Il ne faut pas qu'on enseigne en anglais à nos enfants francophones ou acadiens. Il faut qu'on donne la formation à nos enseignants. Oui, voilà. Alors, je pense que c'est important de se rappeler qu'on a des racines sont profondes, et on a évoqué tantôt la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, mais il y a la loi sur les langues officielles du Canada, l'article 23, qui est celui qui nous donne l'éducation, le droit à l'éducation en français, donc celui qui permet à 3000 enseignantes du Nouveau-Brunswick d'être à l'avant-garde de la loi sur les langues officielles. Alors pour moi, c'est vraiment fondamental, l'AFNB, la loi sur les langues officielles pour l'avenir de notre communauté. Merci, Mme Albo. Les racines sont profondes et sont très bien ancrées aussi. Hein? On souhaite que ça se poursuive. Alors, merci beaucoup, Mme Hérault. Monsieur Raymond Daigle, lorsqu'on regarde votre biographie, on constate que vous êtes un passionné d'éducation et un passionné d'éducation en langue française. Vous avez occupé de nombreux postes clés dans les sphères scolaires, gouvernementales, communautaires et associatives, dont enseignant, membre de nombreux conseils d'administration et sous-ministre de l'Éducation. Vous avez été mis à la disposition, entre autres, de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris et à titre de conseiller de la direction de la planification stratégique pour le secteur de l'éducation. Vous avez œuvré pour le Centre canadien de leadership en éducation et la Commission d'enseignement supérieur des provinces maritimes. Vous êtes également formé en éducation de l'Université de Moncton, entre autres, parce que je vois, et je m'en voudrais de ne pas mentionner que vous êtes également récipiendaire du prix de mérite Ronald Le Breton de la FNB au printemps 2019, en reconnaissance pour votre leadership dans les domaines de l'éducation. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre relation avec la FNB au cours de ces 50 dernières années de carrière? Malheureusement, quand la FNB a été formée en 1969, moi j'étais aux études au Québec à l'Université Laval. Et donc quand je suis revenu, tout était fait, la soupe était cuite, les carottes aussi. Alors cette organisation existait déjà, et elle était très forte. Mais on se donnait des institutions à ce moment-là. Et ça a été parmi une de nos premières institutions, la FNB. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Gérald a raconté, qui a présenté le projet de loi. Mais avant d'arriver à ça, là, mon ancien patron, Edouard Lavoie, m'avait raconté, parce qu'il était là, même les francophones hésitaient
avant de se donner une organisation francophone. Là. Il disait, mais non, mais on ne peut pas faire de science en français, ça se fait juste en anglais. Donc, il y avait, ça a été difficile, mais un coup formé, ça a été très fort. Et moi, je vous dirais que la plus grande contribution de la FNB, ça a été de pousser des dossiers comme la dualité en éducation. Si j'ai été sous-ministre francophone de l'éducation, c'est que la FNB et la SNB, moi je me rappelle Pierre Poulin qui était à la tête de la SNB, ils ont talonné le premier ministre de l'époque et jusqu'à temps qu'ils acceptent de... C'était pas évident, là. Moi je me rappelle d'avoir été à Toronto dans une réunion et le sous-ministre d'éducation de l'Ontario était venu nous voir et il dit « C'est vous autres qui avez une dualité en éducation? Je tiens à vous dire une chose, on n'aura jamais ça en Ontario. » Donc, ce n'était pas nécessairement populaire à travers le Canada. Et on a servi de modèle par après. L'association, la FNB a servi de modèle pour plusieurs provinces pour leurs enseignants. Donc, ça a été une contribution. Ça a été aussi la contribution de la FNB à la création des districts scolaires francophones. On oublie qu'au début, c'était des écoles bilingues. J'ai commencé ma carrière dans cette école-ci. C'était une école bilingue. Bon, à Edmundston, il y avait quoi, 15 anglophones à l'école à ce moment-là. C'était pas très menaçant, mais c'était encore une école bilingue. Et il y a des gens qui se sentaient obligés de tout faire dans les deux langues. Mais ça, c'est venu plus en 79 avec le rapport Shane-Elliott. Et on a créé 2 cartes scolaires, ce qui, dans la tête des gens, de certaines personnes, c'était absolument impossible. Donc, si j'ai eu une carrière en éducation francophone, c'est que la FNB, avec la SNB et d'autres organismes, se sont donné des mandats et se sont donné des institutions francophones. Puis, des fois, on pense que c'est quelque chose d'acquis, à jamais. C'est pas si certain que ça, donc il faut rester vigilant, il faut continuer à pousser. Alors moi, c'est ça mon rapport avec la FNB. Je ne parlerai pas des négociations, c'était un peu plus compliqué ça. Sauf que c'était pas l'éducation qui faisait ça, c'était le ministère des Finances. Alors on se parlait pareil. On aura l'occasion d'y revenir aux négociations. Un autre fois. Merci beaucoup, M. Day, pour la richesse de votre partage. Madeleine Dubé. Mado pour les intimes et peut-être pour les moins intimes aussi. Madame Dubé, députée d'Edmundston, Madawaska-Centre, c'est qui depuis 1999, on sait que depuis la carrière politique a changé, mais je vois beaucoup de ministères. Je pense que c'est plus facile de décrire lesquels vous n'avez pas fait. Entre autres, puis elle me partageait tout à l'heure, première femme ministre francophone de l'éducation. C'est quelque chose. Et ministre de la Santé aussi. Donc, on peut voir des ministères assez importants qui touchent beaucoup la population. Et quand je regarde à la base, vous avez un baccalauréat en service social. Donc, les gens, vous les aimez, puis vous voulez en prendre soin, puis ça paraît avec votre carrière politique. Aujourd'hui, vice-rectrice de l'Université Moncton Campus d'Edmundston. Bienvenue sur le panel. Votre lien, vos expériences professionnelles, personnelles avec la FNB, pouvez-vous nous en parler? Bien, merci. Merci pour l'accueil et ce privilège de participer au panel avec tous ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience également, puis de retrouver des enseignants, des enseignantes qui viennent un peu partout de la province. J'en vois aussi de la région. Donc, mon parcours avec l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, j'ai goût de dire ça part de ma formation comme telle. J'ai grandi ici, j'ai été formée par des enseignants et des enseignantes. Fait que je suis un peu le produit des enseignants et des enseignantes. C'est vraiment là que ça part. Par la suite, au niveau de ma carrière comme telle, vous avez fait allusion, c'est plus en service social, mais c'est tous des liens, ça parle tous. On peut faire la différence en quelque part, puis on travaille avec différentes professions ensemble. Puis je pense que c'est ça qui fait une grande différence à la longue. L'association des enseignants et enseignantes francophones au Brunswick, j'ai des liens très, très étroits. J'étais fière d'être ministre de l'Éducation lorsque le premier ministre Bernard Laure m'a pointé à ce poste. Et j'ai tout de suite développé des liens très, très étroits parce que c'est une vocation. Moi, l'association des enseignants, c'est un partenaire
de choix, c'est un partenaire, c'est des leaders dans le monde de la francophonie. Ça dépasse bien l'éducation et ça s'échelonne partout dans nos communautés. Alors pour moi, c'est tout au long que j'étais dans différents ministères, que j'étais en service social, que j'étais en santé, l'éducation a toujours été omniprésente. Fait que tout au long de ma carrière, peu importe ce que j'étais, je travaillais avec l'Association des enseignants. J'ai été critique aussi de l'éducation. Je continue toujours à travailler avec l'association parce que c'est le fondement. Il y a eu des belles réalisations, puis pour moi, comme l'association, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des leaders. Des leaders dans les visionnaires, puis dans le changement. Fait qu'il y a énormément de politique. On peut parler de législation, on peut parler aussi de politique et de programmes que c'est l'association qui a mis en avant-plan pour provoquer des changements. Puis l'association est un leader pour travailler avec 12 organismes communautaires. C'est porteur de projets, porteur de vision. Puis pourquoi que c'est extrêmement important, c'est qu'il y a des organismes communautaires qui veulent peut-être pousser un certain dossier et autres, mais parce qu'ils reçoivent du financement du gouvernement, ça devient tordu un petit peu. Hein? Il y a des gens qui se sentent peut-être un petit peu inconfortables, mais l'Association des enseignants, elle est indépendante. Elle a un mandat qui est très précis, elle est indépendante, et elle est aussi rassembleur. Donc, elle est en mesure d'aller chercher d'autres partenaires, puis vraiment s'assurer qu'on avance comme communauté francophone. Quand je pense à l'association, il y a une chose qui me vient à l'idée, c'est toujours la protection des services et la livraison des services à la langue de choix, la langue française. Et c'est cette protection-là. Puis elle assure un plus grand rôle, comme je vous disais, non seulement dans le ministère de l'Éducation, mais dans tout l'appareil gouvernemental, dans tous les services et touche l'ensemble de nos communautés. Alors, plein de projets, plein d'anecdotes qu'on a eu à travailler ensemble, mais l'association, c'est le partenaire de choix. Merci, Madame Dubé. Je pense que la table est bien mise. Très bien mise. On a eu beaucoup d'histoire. Alors, on va passer tout de suite, on va rentrer dans le vif du premier thème, si vous le voulez bien. Alors, selon vous, quelles sont les grandes contributions, les réalisations marquantes de l'AEFNB à l'avancement de l'éducation en français dans la province? Alors, j'aimerais lancer la question peut-être à M. David pour commencer. Bien, c'est certain que l'AEFNB a joué un rôle de premier plan. Premièrement, si vous regardez, comme les personnes l'ont mentionné, la question de cette dualité, ni plus ni moins, de devenir autonome. C'est pas que les francophones n'étaient pas nécessairement bien avec les anglophones ou qu'on n'est pas bien avec les autres, de cohabiter le territoire. Mais fini la question toujours de traduire. Et lorsqu'il y a une réunion de 15 personnes, 15 francophones, s'il y a un anglophone, ben, la conversation est en anglais. Alors, c'était ça, un des buts, c'était de retrouver cette autonomie-là, de trouver cette autonomie-là au niveau de l'AEFNB. Et justement, l'AEFNB a été quand même précurseur de bien d'autres associations. En fait, a été précurseur au niveau du ministère de l'Éducation, premièrement la dualité. Deuxièmement, même au niveau des autres associations comme l'association des agriculteurs, des conseillers scolaires, au niveau des districts scolaires homogènes. L'AEFNB a toujours été, il a toujours présenté un point de vue où on voulait être maître chez soi. Et ce n'était pas populaire nécessairement dans ce temps-là. Parce que si on regarde au niveau géopolitique, au niveau international, là, dans les années 60, aux États-Unis, écoutez, c'était avec, je veux dire, la ségrégation, c'était le contraire. Alors, moi, je me souviens, quand on a déposé ce projet de loi-là, ça veut dire que vous voulez vous séparer. Quand est-ce que ça va arrêter? Ça, on a entendu ça régulièrement. Mais c'était un projet de loi précurseur où au niveau de l'éducation, on voulait être maître de notre destinée, sans nécessairement se séparer, mais arrêter, excusez, là, de se chamailler, pour ne pas dire se chicaner, si on regarde en particulier au niveau des districts scolaires bilingues.
Alors, c'est là, je pense, la principale contribution de la FNB au niveau de l'éducation par ce projet de loi-là, au niveau d'être précurseur. Merci. Merci. Soudigué, est-ce qu'on ressent aujourd'hui les retombées de cette contribution de la FNB selon vous? Oui, ben moi, j'allais justement dire, mis à part des livres que je lis au sujet des gens comme qui sont ici avec moi sur scène, je suis produit justement de ce que la FNB a fait, du système justement de dualité qu'on a. Je viens de Miramichi, qui est une ville anglophone, mais qui a une forte communauté francophone. Puis cette forte communauté francophone-là a pu se permettre de rêver à un moment donné d'un centre communautaire puis d'une école française aussi. Puis ça semble un peu banal, mais moi je fais partie d'une génération qui a le luxe de pouvoir se dire bilingue de Miramichi. Puis ça sonne un peu intense, mais puis il y a des gens qui ont même peur du terme bilingue, mais si on n'avait pas une école francophone là à Miramichi, il ne serait même pas question d'une identité bilingue, on serait probablement tout anglophone, où les gens qui s'identifieraient francophones seraient beaucoup moins. Ça fait, tu sais, moi j'ai gradué avec des amis qui ont 2 parents anglophones, mais qui ont des noms typiquement franco, qui ont eu besoin de modifier leur nom de famille puis tout ça. Ça fait, on vit encore ces répercussions-là. Qui avaient des parents anglophones, mais qui avaient au moins ils étaient ayant droit, là, ils avaient accès à l'éducation en français. Puis, depuis le temps, mais on a grandi ensemble, ils avaient beaucoup de difficultés, naturellement. La question identitaire dans tout ça, la question de sécurité linguistique. À la maison, mes parents parlent anglais, me disent que c'est important d'apprendre les 2 langues, mais ils arrivaient à l'école, puis c'était un peu un questionnement de tout ça. Puis, même chose pour moi aussi, là. On me dit que je suis pas bonne francophone parce que je m'identifie pas francophone, je m'identifie bilingue francophone, puis là, ça crée plein de questions identitaires, mais en fait, c'est le luxe de pouvoir avoir ces questions-là, parce que quand on ne peut pas se questionner, ça veut dire qu'on est confiné à un truc plutôt restreint, qui pourrait être anglophone ou francophone minoritaire, puis il faudrait que je le cache. Ça fait... ça, c'est un truc que moi, j'ai eu la chance de grandir avec le travail que la FNB a fait en ce sens-là. Puis, tu sais, quand on parle de toute la formation auprès des enseignants, enseignantes aussi, je me souviens, il y a toujours un enseignant ou un enseignant qui accrochait plus après des formations de ce genre-là. Puis ils ont retourné en salle de classe, puis ça avait une vision beaucoup plus large sur plein de thématiques. Ça fait, tu sais, moi, le truc qui m'accroche le plus, c'est la sécurité linguistique. Ça fait, je me souviens, on avait un enseignant à un moment donné qui est rentré en salle de classe après une formation puis de la FNB. Puis du jour au lendemain, ça avait complètement changé son approche sur comment est-ce qu'elle nous corrigeait, qu'elle nous apprenait plutôt un autre registre de langue à l'école, dans un contexte de minorité linguistique qui était super important parce que les élèves se sentaient pas autant inconfortables de parler le français, puis se permettaient justement d'apprendre un autre registre de langue que seulement le régional. Alors, ça, c'est 2 trucs auxquels je peux penser là comme ça, mais ouais. Merci. Monsieur Daigle, les grandes contributions, réalisation marquante de la FNB à l'avancement de l'éducation en français dans la province. J'en ai mentionné 2, puis c'est pas les moindres. La dualité au ministère de l'Éducation, je comprends que c'est pas la FNB qui l'a fait toute seule, mais il y avait là une institution qui pouvait apporter du poids et qui avait des rapports avec le gouvernement pour créer la dualité à l'éducation. C'était pas évident. La même chose pour les districts scolaires, on oublie des choses. Hein? Puis les gens aujourd'hui disent « Ah, c'est dommage, on avait des écoles bilingues, tout le monde s'entendait bien. » Allez-y voir. Je me rappelle d'une réunion du conseil scolaire à Bathurst, j'étais déjà au ministère à ce moment-là, où il y a eu des coups de fusil, là. Puis le ministre a demandé à voir le conseil scolaire le lendemain, puis ils sont venus dans 2 avions séparés, les anglophones dans un, puis les francophones dans l'autre. Ils s'en étaient à ce point-là, où à Carleton, où les élèves francophones allaient à l'école le matin, les anglophones l'après-midi, il y avait des tensions. Et en créant comme ça la dualité et des districts scolaires francophones, ces tensions-là ont à peu près disparu. Il y a encore des têtes de pioche, comme on dit, mais pour moi, c'est les 2 plus... C'est qui les têtes de pioche? Tu as travaillé trop longtemps pour Radio-Canada. C'est toujours la question qui tue. Non, alors, pour moi, c'est ça les grandes réalisations. Bien sûr, la formation professionnelle,
Ça a eu un effet d'entraînement, mais tout ça fait que l'AFNB joue un rôle extrêmement important. Et au ministère, là, on était content d'avoir l'AFNB sur le terrain qui venait défendre certaines de nos positions. Là. Parce que des fois, il y avait des batailles intérieures, on ne parlait pas toujours, mais il fallait les mener. Et on avait besoin d'alliés, et l'AFNB est un excellent allié de ce côté-là. Merci. On est reconnaissante. Madame Hébault, voulez-vous ajouter? J'imagine qu'au fil des années, les contributions dans les domaines des médias, on en a vu plusieurs passer. Les grandes contributions de la FNB à l'éducation française. J'aimerais peut-être revenir un petit peu en arrière pour dire que je pense que dans ces manifestations-là, comme celle-ci, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand même dans les derniers 50 ans, mais au début de ces 50 ans-là, c'est que la profession a dû aussi faire face à la conciliation travail-famille et que c'est pas seulement la AFNB qui a, parce qu'il y a eu un apport important. Quand j'étais enfant, moi, les enseignants, c'était souvent des religieuses, hein, ou des femmes célibataires. La profession, en s'ouvrant, est devenue plus grande, plus large, plus préoccupée de l'ensemble de la société, plus diverse aussi. Et je pense que ça, c'est un apport important. Aussi bien la conciliation travail-famille que l'apport des parents. On parle beaucoup des conseils scolaires, puis des polyvalentes. Moi, j'étais dans une famille où si ma mère n'avait pas été là, on aurait eu une polyvalente bilingue. On a eu une polyvalente en français parce que c'est un parent qui a dit non, non, non. Après ça, il y a eu des alliés. Puis je pense que cette dimension-là de la FNB est importante, c'est d'avoir des alliés, puis de créer des alliés, puis de continuer d'en créer, puis d'être le porte-parole quand des fois d'autres ne peuvent pas parler. On a appris cette semaine qu'il y aurait peut-être des coupures dans les bibliothèques scolaires et les bibliothèques municipales. C'est la FNB, entre autres, parce que c'est un corps constitué. Il y a bien du monde qui trouve que ça n'a pas de bon sens, mais ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas un canal pour le faire dire. Vous êtes un canal, puis je pense qu'il faut l'utiliser. L'autre élément de contribution, je pense, c'est d'avoir imaginé des structures différentes que celles qu'on avait. On n'est pas obligé d'avoir un territoire comme ça, puis sur ce territoire-là. Quand c'était des territoires francophones ou anglophones, ça allait bien, mais quand c'était la Miramichi, ou Moncton, ou Saint-Jean, ou Fredericton, puis que là, c'était un territoire anglophone, comment on fait pour avoir une école française? Il a fallu de l'imagination pour ça. Il a fallu de l'imagination de la FNB, mais aussi des parents, des différentes associations. Je pense que l'idée de partenariat est importante ici. Madame Dubé, voulez-vous ajouter? Vous avez l'honneur d'avoir le mot de la fin sur le premier thème. Oh, c'est vrai, oui. C'était une idée, ce que Mme Hébault vient de dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est un allié beaucoup plus large que simplement l'éducation, ça s'étend, ça a un impact sur l'ensemble de nos vies, de nos services. Au niveau des retombées, c'est tellement grand. On peut se poser la question à l'inverse, quelle serait notre société, notre province, sans l'association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick? Jamais on serait où ce qu'on est comme communauté, comme tel. L'impact, si je pense à la gouvernance, des parents qui ont dû lutter à un moment donné pour reprendre la charge de la gestion, de la restitution, c'était un devoir, ils ont dû se battre. L'association était toujours à leur côté. L'association revendiquait toujours au niveau des services, je pense à l'inclusion, entre autres. L'impact qu'on a aujourd'hui, c'est partout à travers le monde, maintenant qu'on a regard sur notre province, tout ce qui se fait en salle de classe pour l'inclusion par nos enseignants, nos enseignantes. Si je regarde, par exemple, toute la vision et les changements pédagogiques ou de la façon d'enseigner au niveau de l'informatique, comme un outil d'enseignement, comme un outil pédagogique. J'étais allée au début de mes éducations en 2003, je me souviens des échanges qu'on a eus avec l'association, je disais c'est en train
de bouger, de voir c'est quel est notre avenir et comment on peut faire pour se moderniser, se réinventer, s'actualiser, s'assurer qu'on répond aux services et aux besoins des étudiants. Puis je pense qu'on est aujourd'hui, ça a été encore grâce à nos enseignants. Je pense à tout le travail qui a été fait avec l'Association pour le développement du parc. Tout encore là, c'est de l'énergie beaucoup comme rassembleur. Ça a encore des retombées aujourd'hui, il y a encore des choses qui s'implantent, qu'on va lutter, mais encore qui c'est en train de s'implanter. Donc, c'est énorme. Ça ne se définit pas dans un mot. Mon petit carton, je pourrais continuer. Une minute. On ne peut pas traduire en un mot un événement ou tout l'impact que l'association a. Je regarde dans nos différents milieux de travail. De ce souci-là maintenant d'avoir accès à des services en français. L'association, chaque fois qu'il y a une certaine menace en raison de son rôle d'indépendance, comme je disais tout à l'heure, est toujours un allié naturel qui va aller appuyer et qui va orienter. L'association aussi amène sur le parcours toutes des questions de réflexion aussi. On a parlé beaucoup de l'éradication, puis pousser des dossiers, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a beaucoup de questions qui est amenées également, qui nous apportent comme société aussi à réfléchir. Puis comme nous, à l'université, on forme des futurs enseignants et ça se cadre aussi à l'intérieur de ça parce qu'on prépare toujours l'avenir. Je vais m'arrêter. Merci. Merci pour ce mot de la fin sur le premier thème. Madame Nathalie, j'espère que la caméra roule parce que je pense qu'on va vouloir écouter ceci à nouveau un jour. Avant d'enchaîner avec le deuxième thème, je pense que nos invités ont soulevé un point important qui sont nos partenaires. Souvent, nos membres qui ne sont pas comme nous impliqués vraiment de près avec la FNB, qui sont en salle de classe, ne savent pas le travail qu'on fait, que ce soit au niveau d'alphabétisation des jeunes francophones. Les parents travaillent beaucoup dans les coulisses parce que, comme vous l'avez dit, on a des fois des moyens pour se rendre quelque part, passer nos messages. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que nos messages passent. Puis, on gagne de grandes batailles grâce à ces collaborations-là. Donc, toute la communauté francophone s'enrichit grâce à tout le monde ensemble. Deuxième thème, l'AFNB comme levier pour les droits des enfants et de la communauté acadienne et francophone. Je vais commencer avec M. Day. L'AFNB a été interpellée à jouer un rôle de leadership en éducation, mais aussi dans les droits des enfants et francophones. Comment percevez-vous cette évolution et l'implication de l'AFNB dans divers dossiers de la francophonie au fil du temps? Oh. Grande question. C'est une grande question. Vous pouvez aller sur les enfants ou la francophonie? Oui, en fait, en offrant aux enfants une éducation en français, on peut aussi en même temps donner aux enfants des notions sur leurs droits, sur la Constitution canadienne, des choses comme ça. Alors, ça, c'est un rôle et la FNB fait beaucoup de perfectionnement professionnel et c'est important que les enseignants se gardent à l'affût de tous les changements, des évolutions, des dangers qui nous guettent aussi. Hein. Il faut pas être naïf non plus. Mais la FNB a été un chien de garde et ça n'a pas toujours été facile parce que des fois, comme association, elle devait même s'opposer jusqu'à un certain point à ses propres membres pour dire, écoutez, là, je sais que vous n'aimez pas d'aller dans cette direction-là, mais si on ne va pas là, voici ce qui va se passer. Et je pense, entre autres, à l'intégration ou à l'inclusion. On dit ça maintenant, l'inclusion maintenant. Et je sais qu'au début, c'était pas facile. Là. Je me rappelle des premières discussions qu'on a eues. Moi, le premier, là, quand même. Il faut être raisonnable. Puis, petit à petit, c'est venu. Mais ça, c'est grâce à la FNB a donné beaucoup de formation aux enseignants pour les aider à faire face à ça et à faire ça avec des approches pédagogiques qui faisaient que tous les enfants apprenaient. C'est quand on pense à l'ancien régime, c'est l'avantage d'être vieux, c'est qu'on se rappelle des vieilles affaires. Si on vient trop vieux, ben là, on oublie tout. Alors, mais si on pense à l'ancien régime,
Moi, je regarde, j'ai commencé l'école, on était 40 en première année. Il y en a 3 qui ont fini leur secondaire là-dessus. Alors, on a fait du chemin, non? Alors là, la FNB a joué comme organisation professionnelle, aussi comme syndicat, en allant chercher des ressources pour s'assurer que les enseignants puissent faire face à des nouveaux défis qui aujourd'hui sont incroyablement complexes. Alors ça, c'est... Je ne sais pas si j'ai répondu à la Oui, question. répondu. Des fois, si on parle assez longtemps, on finit par répondre à la question. C'est une bonne tactique. Madame Dubé, la même question. Comment percevez-vous cette évolution et l'implication de la FNB dans les dossiers, que ce soit les droits des enfants ou la francophonie? Je pense que on peut résumer ce que je disais tout à l'heure. Il y a tellement de dossiers que la FNB a pris en charge, qui a amené à l'avant-plan aussi, pour qu'on s'assure qu'il y ait des progrès qui soient faits dans le système comme tel. Je pense qu'à l'époque, ce que j'étais là, au niveau du plan d'apprentissage de qualité, par exemple, c'était vraiment le souci de commencer à regarder, à l'inventer, puis qu'il y ait un continuum aussi qui se fasse dans les changements puis dans les besoins. Je pense aux ayants droit. La FNB a joué son rôle, je peux vous dire, en nous sensibilisant, nous, politiciens, de l'importance de donner des ressources en salle de classe pour les enseignants et les enseignantes. Au niveau de l'inclusion, comme on mentionnait tout à l'heure, le monde nous regarde, mais c'est parti vraiment avec l'association. Puis il y a bien des questions encore au niveau de la composition de la salle de classe, puis les ressources, ça continue, mais il faut que le dialogue continue, que les ressources nous arrivent encore plus. Donc, il y a énormément de dossiers comme tels. Sans la FNB, on n'aurait pas nécessairement des services en français comme qu'on est là. Juste pour apporter un petit peu d'actualité, j'avais vu des commentaires tout récemment au niveau de la santé mentale, des besoins qu'on a de plus en plus avec nos étudiants, tous les psychologues, qu'on ait des psychiatres, qu'on ait toutes en français qu'on a besoin. C'est pas la traduction qu'on a besoin, on a besoin de quelqu'un qui comprend notre identité, notre savoir-être. Et l'association est là, parle en représentant, si on veut, ceux qui n'ont peut-être pas nécessairement la capacité de s'exprimer et de demander. Et aussi peut-être d'autres groupes qui voudraient piloter, mais qui n'ont pas non plus la capacité, ou aussi peut-être la peur de s'exprimer trop fort parce qu'ils sont financés. Donc, la contribution de l'association au niveau des droits de nos enfants, si on regarde à 50 ans, tous les services qui existent aujourd'hui, la façon, je vous dirais, que les services sont livrés, ça a énormément changé. Et pourquoi? C'est parce que l'association a fait ses revendications, a su monter ses dossiers de façon professionnelle, avec toujours la composante, l'enfant, ses droits, et aussi avoir le bon environnement de travail pour ses membres. Que ce soit, je pense, avec au niveau des investissements, au niveau des écoles, il y a une école saine. C'est ça. Donc, c'est tout au niveau des investissements qui ont été faits. Pourquoi c'est encore là? C'est l'association qui est en avant-plan lorsque ça vient le temps de faire les budgets gouvernementaux. Je peux vous dire que l'association se prend le dollar, ses dossiers sont montés et c'est faire comprendre. Donc, le professionnalisme aussi de l'association joue un rôle extrêmement important et un impact direct sur les enfants, sur la salle de classe et sur nos communautés, bien entendu, par conséquent. Merci, Madame Dubé. Madame Duguay? Mais, OK, moi, cette question-là, là, je vous dis bien franchement, vous pouvez m'appeler puis je vous donnerai une conférence à ce sujet-là. Parce que dans un monde où on vit du populisme au quotidien, quand on vit dans un contexte de minorité linguistique francophone, justement, ces montées populistes-là peuvent nous faire croire que le gros bon sens, c'est de penser de telle façon. Mais c'est là que ça devient important pour le domaine de l'éducation, les enseignants, les enseignantes, d'être là pour les élèves, mais pas d'être là comme, tu sais, en tant que parent, mais c'est vraiment de leur donner l'opportunité d'être des individus qui sont au courant, qui ont un sens critique. Le sens critique, je ne peux pas mettre suffisamment de pression là-dessus. À tous les enseignants et enseignantes qui ont pu
me permettent de développer un sens critique. Ça veut dire que vos élèves vont parler en salle de classe quand ça ne vous tente pas nécessairement, mais c'est incroyable à quel point ça développe justement ce sens-là de j'ai droit à mon opinion. Puis pas seulement du j'ai droit à mon opinion, mais que justement ce gros bon sens-là que me présente le populisme, ça ne veut pas dire que c'est gros bon sens pour ma minorité puis ma réalité. Ça veut dire que c'est un gros bon sens pour ce qui n'est pas qui je suis puis ce que j'ai besoin. Ça fait... Quand on parle de l'inclusion des jeunes, encore une fois, pas de prendre la jeunesse comme des tokens, puis pas de se dire « Ah, c'est des jeunes cute, impliqués », vraiment de le prendre à cœur, parce que oui, peut-être est-ce que ils n'ont pas encore toute l'éducation que vous avez eue, que les enseignants, enseignantes ont eu, ou les gens dans le domaine de l'éducation ont. Mais la réalité est telle que chaque individu sur Terre a un vécu qui est différent, peu importe notre âge, puis peu importe notre parcours. Il n'y a pas un parcours qui est supérieur à un autre, ils sont tous différents, puis je pense qu'en travaillant ensemble, justement, on est capable de se rendre plus loin. Ça fait quand on est dans une dynamique d'éducation, où justement il y a ce respect mutuel-là, ça veut dire que l'élève respecte autant l'enseignant que l'enseignant respecte l'élève. C'est là qu'on développe un sens critique, c'est là qu'on développe justement c'est quoi faire partie d'une société où je suis égal aux gens autour. Égal, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais où je mérite ma place comme tout le monde d'autre autour de moi. Puis c'est ce qui fait qu'on ne se sent pas délaissé. Puis dans une démocratie, naturellement, le sentiment d'être laissé de côté ou qu'on n'est pas important assez, ça crée un silence qui est hyper dangereux. Ça fait là, je sais que c'est comme la petite nerd en sciences politiques, hein, moi qui viens comme cracher plein d'informations, mais je vous dis, ça, c'est le truc que je ne pourrais jamais suffisamment remercier tous les enseignants et enseignantes qui ont eu cet effet-là dans mon parcours. Puis malheureusement, ce n'est pas tous les enseignants et enseignantes qui réalisent qu'ils ont le pouvoir de faire ça, ou qui réalisent même à quel point c'est important de développer ce sens critique-là, mais à toutes les enseignantes, parce que dans mon cas, c'était les enseignantes qui m'astinaient et qui me permettaient d'avoir justement, c'est d'essayer de prouver mon point puis d'avoir une conversation pour que pas seulement j'apprenne, mais que je comprenne. Ça, c'est un des trucs les plus riches qu'on peut donner en ce qui a trait au droit de l'enfant, au droit de la personne. C'est incroyable. Merci. C'est intéressant. Monsieur Clavette, la même question. Comment percevez-vous l'évolution et l'implication de la FNB dans les divers dossiers de la francophonie au fil du temps? Bien, la FNB, au cours des années, en fait, on l'a dit à plusieurs occasions, a joué certainement un rôle de leadership, mais on peut quand même se rappeler certains événements au niveau des enfants en particulier. Si je pense simplement en 1988-89, le Nouveau-Brunswick n'avait pas encore son réseau de maternelle publique. Et la FNB, la SANB et tous ces mouvements-là, les foyers écoles, ont mis des pressions sur le gouvernement. En fait, on était la seule province au Canada, avec l'île du Macédoine, de ne pas avoir de réseau de maternelle publique. Alors, pour la jeunesse, encore une fois, je pense que c'est un bon exemple où l'AFNB a joué un rôle primordial. Je regardais récemment, on disait, je pense que c'est un sujet d'actualité, l'AFNB a justement présenté, par exemple, un mémoire au niveau de la Cour, vous savez, à l'heure actuelle, au niveau de la Constitution du Canada, en Colombie-Britannique. On parlait tout à l'heure de l'article 23, okay? Au niveau des droits, justement, des enfants, okay? À recevoir une éducation de qualité. Okay? Ce n'est pas au Nouveau-Brunswick, c'est dans une autre province. Mais il n'empêche que l'AFNB, et je pense que l'Association également des juristes francophones du Nouveau-Brunswick, la SANB, et heureusement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick également, vont quand même exercer une certaine pression, ou au moins, ils vont faire valoir leur point de vue, comment ça fonctionne au Nouveau-Brunswick, et comment, justement, c'est la société qui s'enrichit lorsqu'on investit, justement, au niveau du bilinguisme, lorsque les personnes, des jeunes, ont la chance de pouvoir se développer, s'épanouir dans leur langue maternelle. Et dans tout ce qu'on dit ici ce matin, il y a 2 points que j'aimerais quand même faire ressortir. C'est que, qu'on le veuille ou non, ok,
OK? Les droits que l'on a acquis. Oui, c'est vrai que la FNB, la SANB et tous les mouvements francophones ont travaillé très fort pour les obtenir. Mais n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes minoritaires. Et si on a obtenu ces droits-là, on les a obtenus grâce à la majorité. Et quand on parle de partenaires, c'est là qu'il faut aller se chercher des partenaires. Moi, dans tous les débats que j'entends au cours des dernières années au niveau du bilinguisme, quelque chose. En 1969, la loi de la FNB, puis le bilinguisme, si Louis Robichaud n'avait pas eu les Bill Duffy, les Meldrum, OK? Eh bien, ces gens-là, si Jean-Maurice Simard, dans les années 70, n'aurait pas eu Glenda Robertson, John Baxter, et certains types. Et la même chose quand on a été au gouvernement, si celui qui était de Shirley Isaac, Blaney et bien d'autres. Alors, dans nos partenaires, là, je comprends qu'on peut parfois, excusez quand on parle des têtes de cochon ou des têtes de pioche, mais dans nos partenaires, nous sommes, qu'est-ce que vous voulez, on est minoritaire. Et il faut aller se chercher des partenaires dans l'autre groupe du groupe minoritaire, groupe majoritaire. Sans ça, excusez, c'est très difficile d'avancer. On n'aurait pas les garanties qu'on a là si celui était de ces personnes-là. Et le point actuellement qu'on semble, excusez évidemment, se contenter, c'est que nous avons des garanties. Il y a deux choses. On a des garanties, c'est pour nous protéger. Et quand on est protégé, c'est parce que nous sommes menacés. Oui, on est menacés. Mais on devrait regarder l'autre côté de ça, qui est la promotion. On devrait faire la promotion de la langue française. Être fier de notre langue française. Et ça, c'est deux choses qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a moins de promotion. Et la Constitution canadienne est censée justement faire les deux. Non seulement garantir des droits qui sont menacés, mais faire la promotion de nos droits. Ça, c'est encore plus important qu'aujourd'hui. Merci. Vos discours passionnés. Madame Imbeau. Comment percevez-vous l'évolution, l'implication de la FNB dans les divers dossiers de la francophonie ou des droits de l'enfant? J'aimerais peut-être faire un peu de pouce sur ce que M. Clavette a dit tout à l'heure à propos de qu'on est minoritaire. Je pense qu'il ne faut pas... On est minoritaire au Canada, les francophones, sauf au Québec. Il ne faut pas oublier qu'au Nouveau-Brunswick, on a une loi, ça s'appelle la loi 88, qui dit qu'on est deux peuples égaux. Et ça, je pense que c'est important. Oui, il faut aller chercher des partenaires, je suis d'accord, mais il ne faut pas se comporter comme des minoritaires. Et je pense que c'est une des choses qu'on peut dire de la FNB et de d'autres associations. On ne se comporte pas en minoritaire, on se comporte en égaux. Ça, je pense que c'est une donnée importante, puis il faut continuer de se rappeler ça. Pour la contribution aux enfants, les droits des enfants, je pense que c'est primordial. On a fait du chemin, par exemple, dans la question des maternelles. On n'a pas fait encore beaucoup de chemin dans les garderies francophones par rapport aux... Et on sait que c'est essentiel maintenant. C'est pas juste comme on dit en bon anglais, un nice to have, c'est une nécessité. Il faut le travailler, il faut que ces garderies-là soient de langue française. On dit souvent qu'on est une province pauvre, mais dans le fond, quand on investit dans nos enfants, je pense qu'on s'enrichit, puis il faut garder cet élément-là. L'autre élément, c'est, on dit que les enseignants sont des gens qui distribuent le savoir, puis on a parlé du savoir-être, puis du savoir-faire. Je pense qu'il faut ajouter cette dimension du savoir-devenir. Vous le faites en parlant de formation continue, etc., mais il faut que nos enfants apprennent à devenir. Et l'autre que j'ajouterais, moi, c'est le savoir réfléchir. Puis tout à l'heure, quand Sue parlait de droit à l'opinion, oui, le droit à l'opinion, puis encore plus le droit à savoir, c'est-à-dire avoir les données qui nous permettent d'avoir des opinions. Toutes les opinions ne sont pas égales. Je veux dire, c'est pour ça qu'on a des fois des gouvernements qui sont en train de promouvoir que la majorité avec des idées souvent régressives.
je pense que l'association, comme l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, est une association qui permet d'avoir des idées progressistes parce qu'elles sont fondées sur le savoir, parce qu'elles sont fondées sur la recherche, parce qu'elles sont fondées sur des études qui se font pas nécessairement à l'école, mais qui se font à l'université, qui vont chercher pour nous donner plus d'arguments, mais des arguments fondés sur des faits, pas juste fondés sur des opinions qui peuvent varier, qui peuvent dépendre de notre situation personnelle, alors que ce qu'on recherche, c'est la situation d'ensemble. Et comme je n'ai pas vu le carton, puis je ne sais pas si je vais avoir la chance, nos écoles ont changé. Nos écoles, on m'a dit qu'à Capelé, cette année, il y allait avoir 40 nouvelles inscriptions dans cette école-là. Ce sont des enfants jamaïcains et mexicains qu'il va falloir franciser, intégrer, et c'est une nouvelle donnée. Les enseignants ont été généreux en acceptant des étudiants, des jeunes Syriens, n'avaient pas nécessairement des outils pour cette intégration-là. Il faut pouvoir se donner ces outils-là. Et ça, c'est... Bon, je vais garder le reste de l'Acadie est changeante. L'Acadie change. Avec l'immigration, parce qu'on sait qu'on En en a gros, besoin. ça veut dire que le travail des enseignants change et de façon qu'on n'avait pas nécessairement prévu il y a 10 ou 15 ans. On ne savait pas qu'on arriverait à ça. Alors même quand on était plein d'enthousiasme, on ne savait pas ce qui allait nous tomber sur la tomate, disons. Merci. À la lumière de tous ces beaux témoignages, on peut seulement ressentir la fierté en ce qui concerne les 50 dernières années. Mais on ressent aussi une grande fébrilité par rapport à ce que les prochaines 50 années pourraient nous apporter en tant que défi, en tant que réussite, en tant qu'évolution. Alors, la dernière question, puis Mme Josée, on va rajuster le temps à 2 minutes pour la réponse pour pouvoir rentrer dans nos temps. Voici le 3e thème, alors avec 2 minutes pour la réponse, s'il vous plaît. Comment voyez-vous la EFNB dans 50 ans? Quelle sera sa place et son rôle en éducation dans la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, dans la province ou au niveau national ou au sein de la francophonie internationale? Alors, Mme Dubé, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Bien entendu. Très bonne question. L'association, dans 50 ans, je la vois toujours en avant-plan. Je ne peux pas la voir autrement. Elle sera toujours un grand leader. Je la vois toujours visionnaire. Je la vois toujours porteur de dossiers. Je la vois aussi davantage d'avoir un impact à l'international. Je regarde les projets qu'il y a actuellement avec la Tunisie. Maintenant, l'école se transporte même en Acadie. L'école de l'Acadie se transporte en Tunisie. Il y en aura d'autres aussi. Il y a d'autres projets. Je vois l'association encore là prendre ses ailes, s'étaler dans ses ailes. L'impact va être encore plus grand. Le monde, nos sociétés changent de plus en plus rapidement. Les besoins changent rapidement. Les demandes changent rapidement. L'association, de par son rôle, étant tellement près de nos communautés, des enfants, des parents, de tout ce qui l'entoure, va faire de s'assurer comme province qu'on se donne les moyens de continuer à avancer, puis de continuer à s'épanouir, puis de continuer à évoluer. L'association va continuer à avoir un impact sur nous tous, puis aussi avec la collaboration, même avec les universités, va s'assurer qu'on va toujours être en avant-garde et de s'assurer que nos enseignants sont formés dûment pour l'avenir. Merci, Mme Dubé. Madame Ego, comment percevez-vous la FNB dans 50 ans ou comment aimeriez-vous qu'elle évolue dans les 50 prochaines années? Oui, c'est difficile de faire ça, mais je pense qu'il y a des valeurs de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick qu'il faut maintenir. Un de ceux-là, ça va vous surprendre, mais c'est un élément de bénévolat. Je pense que la société acadienne n'aurait pas
serait pas où elle est maintenant si les enseignants, les enseignantes, collectivement ou individuellement, n'avaient pas tant contribué à toutes nos autres institutions, à commencer par exemple comme les Jeux d'Acadie, qui sont une réalisation extraordinaire, qui sont une occasion pour les enfants de vivre les sports en français, mais qui se réalisent beaucoup parce que les enseignants ont accepté de se dévouer là-dedans, bénévolement, les écoles, tout l'appareillage qui vient avec. Je pense aussi qu'on a développé chez nous l'expertise qui devrait aujourd'hui être mise au service de d'autres. On l'a entendu ce matin, mais les Autochtones, par exemple, dans notre province et dans les autres provinces, ont perdu ou presque perdu leur langue. J'ai entendu une aînée autochtone dans une cérémonie dire « Bravo les francophones, les Acadiens, vous avez gardé votre langue. Pouvez-vous nous tendre la main pour qu'on retrouve la nôtre? » Alors, on a de l'expertise à offrir. On a aussi de l'expertise à offrir à des francophones de d'autres provinces. On peut penser international, mais on peut penser plus large que le Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Donc, de tendre la main aux Autochtones, aux peuples qui voudront. On n'a pas à dire, mais si on nous demande, on peut offrir. On a parlé tout à l'heure de l'indépendance de l'AFNB, le fait qu'il y a beaucoup de membres qui contribuent, qui vous permettent de parler librement. Il faut profiter du droit de parole. On va compter sur vous pour profiter du droit de parole, du droit d'intervenir. Je dirais aussi que, c'est un terme que j'ai entendu en Louisiane, qui ne va peut-être pas exactement dire la même chose en Louisiane qu'il pourrait vouloir dire ici, mais ici, on parle souvent d'être éco-responsable. Moi, je souhaite qu'on soit franco-responsable. C'est-à-dire qu'on a la langue, on a des institutions pour la préserver, on est capable de la transmettre, et soyons responsables collectivement de cette langue-là. Alors, je pense qu'il y a un bel avenir pour la FNB. Puis l'international, je pense qu'il faut commencer par le penser régional, région atlantique, Canada, international. Mais on a à offrir quelque chose. Être franco-responsable. Franco-responsable. Oui. Soutougué, on peut juste conclure que vous allez être certainement très active sur la scène sociale et politique au cours des 50 prochaines années, si on suit à votre fiche de route. Quelle serait l'évolution que vous souhaitez ou que vous envisagez pour la FNB? Si moi, il y a un truc que je reconnais beaucoup de la FNB, ça paraît peut-être pas présentement parce qu'on lui lance des fleurs pour son 50e, qu'elle mérite absolument, mais c'est l'humilité de l'organisme. Ça fait, malgré que justement il y a un financement qui soit indépendant, on n'a pas le sentiment, du moins moi, ayant siégé à d'autres organismes, j'avais pas le sentiment que la FNB se croyait à la tête de tout ça. C'est vraiment, on fait front commun, on travaille pour la même communauté, on a une vision communautaire. Puis moi, ça c'est un truc que j'ai pour l'avenir de la FNB, mais j'ai vision pour les 50 prochaines années de l'Acadie, de la francophonie, d'une société, bref. C'est qu'on arrête de se diviser dans nos silos autant. C'est plus facile la plupart du temps parce qu'on peut avancer plus vite en tant que silo. L'information se transfère rapidement, mais justement, on vit dans une réalité où on a accès à l'information tellement rapidement. Puis tu sais, il y a certains scientifiques, ou peu importe comment on veut les appeler, qui cherchent même à démontrer qu'on est prêt d'aller au travers d'une révolution informatique, parce qu'on a accès à tellement d'informations. Je pense qu'on n'a peut-être pas appris à gérer tout ça. Du fait même, on se dévise beaucoup parce que c'est facile d'avoir accès à l'information comme ça. Je pense que ça, c'est un problème. Il faut accepter ce que l'on a autour de nous, les différences, les nuances. Tu sais, quand j'embarque sur scène, on n'a pas besoin de me présenter comme jeune femme. On peut me présenter comme Soutougué simplement, du fait qu'on peut pas assumer. Tu sais, on n'a pas besoin d'assumer les genres des gens. On n'a pas besoin, tu sais, dans une communauté, je vais dire LGBTQ+, c'est même plus le terme, il y a un nouveau terme pour ça, tu sais, c'est
2 LGBTQ ou un truc du genre. Puis là, je sais, il y a des gens qui se roulent les yeux à entendre des trucs comme ça, mais on parle de l'information qui se déplace rapidement, puis il faut changer. Ça fait dans les 50 prochaines années, partout, dans tous les organismes, mais aussi à l'EFNB. Si on n'aura pas réussi à faire ça, je pense pas qu'on sera autant d'actualité, puis je pense pas qu'on sera autant en vie. Alors, je sais qu'on sera capable de le faire, mais il faut se trouver solution à ça. Merci. Monsieur Daigle? Moi, je m'inscris avec tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a deux choses moi, qui m'inquiètent et qui vont faire que la FNB va devoir se. Et en plus que nous, là, il y en a deux qui m'inquiètent beaucoup, et que la FNB va être confrontée à ces réalités-là. La première, c'est la question de démographie. On ne l'a pas dit une seule fois cet après-midi. Et si on regarde la démographie de nos régions francophones du Nord, il y a de quoi s'inquiéter. Et on sait qu'actuellement, puis même dans le Sud, il y en a plus, mais c'est à peine si on monte au-dessus de... Et la seule façon dont on pourra se prémunir contre ce problème-là, c'est d'aller chercher de l'immigration. Et ça, on l'a mentionné tout à l'heure, ça veut dire que nos écoles, nos enseignants devront être instrumentalisés. Parce que c'est pas évident là, de recevoir un enfant en 5e année ou en 6e année qui, au fond, n'est jamais allé à l'école parce qu'il vient d'un pays où il n'y en avait pas, qui ne parle ni l'anglais ni le français. Le pauvre enseignant devant ça, lui, a besoin d'aide. Alors, qu'on développe des instruments, je dirais que c'est urgent. Sinon, on ne pourra pas garder ces gens-là avec nous autres. Ils vont aller dans les grandes villes. Et nous, on a besoin du monde. Et c'est vrai, en particulier dans la région du Nord-Ouest, ils ont besoin de main-d'œuvre. Le deuxième élément qui m'inquiète également, c'est les changements de valeur. Quand j'allais à l'école, moi, la valeur c'était très évident que l'enseignant, c'était le bon Dieu. Et si l'enseignant m'engueulait, je me faisais engueuler par mes parents à la maison. C'est-tu pas dommage que c'est plus comme ça? Mais ça a changé. Il y a des noyaux familiaux qui sont éclatés. Des familles qui ont 3 pères, puis 2 mères, puis une grand-mère, puis c'est très, très, très difficile. Et pour les enseignants dans une salle de classe, ce sont des défauts, pas des défauts, des défis sociaux importants. Et là encore, il faut apprendre à dealer avec ça. Merci. Et on réserve le mot de la fin sur le troisième thème pour M. Clavette. Vous avez Merci. J'aurais ni plus ni moins dit un peu comme Sou. Je préfère peut-être attendre dans 50 ans pour vous donner mon opinion. Face à bord, je ne m'inquiète pas pour la FNB, disons, au cours des 50 prochaines années. La FNB a fait ses preuves et la FNB sera ce que les membres voudront bien en faire, ni plus ni moins. C'est vrai qu'on vient de loin, même avant la FNB. On pourrait remonter, si vous voulez, presque à un siècle et sinon plus, pour démontrer justement l'impact des enseignants, des institutrices, comme on appelait dans mon temps, des maîtresses d'école, okay? Au niveau de l'école normale, etc. Alors, oui, il y a des grands défis. Je pense que M. Daigle vient de mentionner en particulier, ce que je voulais mentionner un peu, là, c'est actuellement au Nouveau-Brunswick, une personne sur 6 a plus de 65 ans. Dans 15 ans, pas loin de ça, une personne sur 3 aura plus de 65 ans. Alors, les défis démographiques, ils sont là. L'immigration, il ne faut pas se cacher, il faut absolument faire face à ce défi-là avec l'immigration, ce qui entraîne certainement une autre dimension, okay, à notre système d'enseignement. Il s'agit de regarder ce qui se passe au Québec et même dans le sud de notre province, dans la région de Dieppe, Moncton, etc. Alors, mais de notre côté, je pense qu'à certains moments donnés, actuellement, notre système d'éducation, quand même, est entre bonnes mains. La FNB a fait un excellent rôle.
Puis je pense qu'on a des données quand même assez récentes là, au niveau de l'évaluation à différents temps dans nos écoles. Je pense, si je peux citer un peu, je pense que c'est M. Mathieu Léland, doyen de la faculté d'éducation l'an passé, suite à des tests qui avaient eu lieu ou à une évaluation en mathématiques et en sciences, il disait si l'Acadie était un pays, on se classerait dans les 3 premiers pays au monde au niveau de certaines matières. On entend très peu parler de ça. Radio-Canada, l'Acadie nouvelle. Okay? Mais justement, je pense que c'est comme je disais souvent, c'est que la FNB, elle est humble. Okay? Mais je pense qu'il faut comme on dit, des fois quand on se regarde, on se désole, mais lorsque se compare, on se console. Alors je pense que sur ça, la FNB est en mesure de continuer à jouer un rôle de leadership comme il l'a fait dans les années passées. Puis les grands défis de la FNB, malheureusement, sont les mêmes grands défis de la société. Et ça, elle n'a pas nécessairement les leviers pour y remédier, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du populisme, que ce soit en fait au niveau même des valeurs. Mais je pense quand même que la FNB peut axer ni plus ni moins son orientation pour essayer de temporiser un peu ces choses-là qui se produisent à travers le monde. Okay? Et de sorte à ce qu'on ne soit pas victime. On est une petite province, on est une petite société, si on veut, les Acadiens, mais les gros problèmes de l'humanité, ils sont là. Alors, c'est à la FNB à s'assurer à ce qu'on ait notre mot à dire, qu'on ait notre mot critique dans l'évolution, justement, ou dans l'avancement de notre peuple acadien, la francophonie. Merci, M. Claret, et merci à vous tous pour ces beaux partages. On se rencontre dans 50 ans pour faire le bilan. Hein? Oui, c'est ça. Merci de vos partages. Tout le monde soit dans l'esprit. Hein? Ça a été agréable de partager la scène avec vous. Merci de vos regards critiques, de vos commentaires, de vos partages personnels, vos carrières également avec la FNB. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir assisté à notre panel. Je vous souhaite une bonne continuité. Oh, on avait... Est-ce qu'on est dans le temps? Parce que je sais qu'il y avait un autre... Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions dans la salle? Michel Bert? Oui. C'est qu'on a parlé quand même à quelques reprises là, du droit des jeunes. C'est qu'il n'y avait pas de droit écrit des jeunes au Nouveau-Brunswick. S'il y en a eu par la suite, c'est grâce à la FNB. Parce que personnellement, moi j'ai pris le train de Moncton pour Moncton un certain nombre de fois durant 3 ans, lorsqu'on a mis sur papier le droit des jeunes au Nouveau-Brunswick. Si ce n'était pas de la FNB, c'est selon moi, une des belles réalisations de la FNB. C'est d'avoir regroupé le droit des jeunes au Nouveau-Brunswick. Merci. Monsieur Arsenault, une dernière question? Robert Melançon, je suis président de la SANB. En fait, moi j'ai une question qui s'adresse à tous les panélistes. Est-ce que vous considérez que la création de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick a été le premier grand geste d'autodétermination des Acadiens du Nouveau-Brunswick et des francophones, évidemment? Moi, je dis non. Parce que je pense que la FGFNB elle a fêté son 75 ans peut-être l'an passé. Ça fait, je pense pas que... Ouais,
Je pense que la FNB est plus... Activité jeunesse avait commencé C'est ça, oui, dans les exact. années Et 60. l'université aussi. Exact, Ça l'université. fait... je dis non, ça sonne méchant, puis je veux pas expliquer plus que ça, mais on pourrait se prendre un petit café, Robert, toi, j'en sais. Absolument, oui. Mais je pense qu'il y a eu vraiment plusieurs associations qui ont démontré, puis c'est pour ça que c'est important de donner des dates, des repères, comme les 50 ans, mais il y a eu des associations importantes avant. Puis je pense que l'important, c'est de savoir qu'on est enraciné là-dedans. Pour ma part, je sais que la Société nationale de l'Acadie remonte à 1881. Est-ce que c'était ça le premier geste? Est-ce que c'est la fondation d'un diocèse francophone au Nouveau-Brunswick alors que les catholiques dépendaient des Irlandais pour les décisions? Je pense qu'il y a de multiples points de repère qu'il faut conserver. La première pièce de théâtre sur la baie de Shediac, c'est un point de repère. Je pense puis c'est rien enlevé à la FNB de dire qu'elle n'était pas tout seule là-dedans, surtout dans les grands remue-ménages des années 60. C'est ce que mon nom disait. Il y a certainement, écoutez, on veut ou non, là, la création de l'Université de Moncton. C'est certain qu'à ce moment-là, oui, nous avions quand même des institutions francophones, des collèges, Saint-Louis, même Université Saint-Louis, à un moment donné, l'Université de Bathurst. Mais la création de l'Université de Moncton a été quand même un jalon très important dans la formation de nos leaders actuels. Et ça qu'on veut ou non. Et tout le système d'éducation, il ne faut pas oublier quand même avec la réforme du programme de chance égale pour tous, le docteur Alexandre Boudreau. C'est lui, ni plus ni moins, faisant partie de la commission Byrne. Il est allé dans les pays scandinaves. C'est là où il a inspiré, ni plus ni moins, toute cette réforme, en particulier en Suède. Ça ne veut pas dire pour autant que le programme de chance égale pour tous est entièrement calqué sur ce qui se passait là. Parce qu'entre autres, si on regarde au niveau de l'éducation, eux autres préconisaient un système d'éducation avec le ministre de l'Éducation comme président du conseil, puis les conseillers scolaires étaient des représentants de l'université et en fait de l'Église catholique, protestante, etc. Mais pourquoi que ça a été rejeté? Bien, c'est tout simplement parce que ces personnes-là n'étaient pas élues en particulier. Alors ça a été rejeté à ce moment-là. Mais encore, il y a différentes étapes au niveau de notre système d'éducation qu'on pourrait parler longuement, là. Mais il n'y a pas de doute que l'AFNB ont été quand même, je dirais, une association très importante et qui a pavé un peu le chemin à une quantité d'autres associations, entre autres même au niveau de l'Assemblée législative. Auparavant, nous avions juste les députés qui faisaient partie de l'association du Commonwealth britannique. Et vers les années 74-75, on a eu l'AIPLF, l'Association internationale des parlementaires de langue française. Et ça, c'était pour les parlementaires de langue française. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des anglophones qui ont dit, vous autres, vous avez le droit de faire partie de l'association du Commonwealth, puis vous avez votre propre association, pourquoi que nous autres, on ne pourrait pas faire partie de votre association? On a dit, pas de problème, en autant que vous parlez français. Ni à nos réunions, les réunions ne sont pas traduites, là. Ni à nos réunions, si vous voulez, mais en autant que vous compreniez le français, que vous parlez le français, vous êtes les bienvenus. Ce qu'on sait par contre, là, c'est qu'on ne ferait pas grand-chose sans les enseignants. Puis pour ça, je pense qu'il faut vous remercier. Puis vous dire qu'heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Et nous, on vous remercie de votre présence parmi nous. Je pense qu'on doit donner une chaleureuse main d'applaudissement à notre invité. Et on a un petit cadeau pour vous avant de quitter. Donc, vous passerez nous voir avant de sortir de scène. Et je demanderai à M. Gérard Segnon de venir dire un petit mot, je crois. M. Gérard, vous avez un petit mot à dire? Ah, on m'a informé qu'il y avait un mot. Donc, Alors, merci beaucoup. J'ai dû être sorti à quelques reprises pour
les entrevues, ça fait partie de la job, c'est ça que Sylvain continue à me dire. Alors, mais ce que j'ai entendu, c'était absolument excellent. J'espère que quelqu'un l'a enregistré parce que j'aimerais m'asseoir et écouter chaque réponse comme il faut. Je voulais souligner la présence du directeur général du district scolaire francophone Nord-Ouest, M. Luc. Alors, merci d'être ici. Ça fait chaud au cœur de voir que vous soutenez les enseignants dans cette démarche ici. Merci. Alors, il y a une petite pause et après, on a d'autres choses. D'autres ateliers. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.